Sur le périmètre de COSADE, il y a 60 postes supprimés. Voilà. Mais pourquoi on en est là, quoi? Alors aujourd'hui, je suis responsable de la station ici, toute la station de recherche. On fait des productions, on fait des essais, oui, voilà, tout à fait. Il y a des pépinières de création variétale et tout ça aussi. Jusqu'en 2018, j'étais responsable d'expérimentation, de toute expérimentation de tournesol du groupe COSADE. Alors j'avais été saisonnier auparavant, hein, j'avais été saisonnier en 87, et après je suis revenu en 90, mars 90. D'accord. Voilà. La fermeture de l'usine, moi sincèrement, je la vois arriver depuis pas mal de temps, quoi, voilà. Si le plan, c'est 81 emplois supprimés, ouais. Et sur les 74 restants, il y en a 60 ici. Voilà. Ah ouais. Et tout le reste est sur Réquinville, à côté de Chartres. On a, oui, bien sûr, on a pratiquement entre 15 et 20 ETP sur l'année. Ces gens-là sont impactés. Je parle souvent d'eux dans mes interventions parce qu'eux, ils sont impactés. Et ils n'ont pas le plan derrière, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le plan, donc ils ne sont pas concernés par le plan, du coup ils n'ont aucun accompagnement. Donc, eux carrément perdent leur emploi. Des gens qui venaient, on en a certains qui venaient depuis plus de 15 ans, 18 ans. Donc des gens, c'est toute leur vie, quoi, ici. Hein. Ils venaient 8 mois, donc en fait ils travaillaient, c'était leur emploi, quoi. Voilà, point barre. Ces gens-là se retrouvent sans rien aujourd'hui. Et puis donc ça rajoute à la liste, hein, on a parlé de 60 emplois, on rajoute donc 20 ETP à peu près, donc c'est autant. Sur le tissu économique COSADE, c'est un séisme, quoi, tout simplement. C'est des gens qui vont quitter la région, peut-être, donc c'est un séisme pour les écoles, c'est un séisme pour les commerces, enfin, c'est dramatique, quoi. Il faut les accompagner, moi je trouve que c'est le minimum que doit la direction à ces gens-là. Voilà. On a avancé sur certains sujets, l'accompagnement du retour à l'emploi, avec il y a la formation d'une part, il y a aussi l'encouragement par le biais de primes de retour anticipé à l'emploi. Et maintenant on arrive un peu dans le dur parce que nous, ce congé de reclassement, on voudrait le rallonger. J'ai surtout pour ce qu'on appelle les gens vulnérables, c'est-à-dire les gens qui sont au-delà de 55 ans, les gens en couple. On a obtenu 8 mois et 10 pour les vulnérables. Nous, on veut l'amener plus loin. On veut l'amener plus loin. Et puis, on veut mettre en place une prime supralégale. Moi, j'appelle ça une prime de préjudice. Hein, parce qu'après tout, les gens, quand on leur retire comme ça violemment leur emploi, c'est un préjudice et pas les moindres. Dans le bassin d'emploi COSADE, pour retrouver du travail, ça va être très compliqué, quoi. On a fait des journées de blocage, de grève avec blocage. On a dans l'usine, on a laissé rentrer notre trésor, j'appelle ça, c'est la semence hein, qui a été produite dans le coin. On a tout laissé rentrer, maintenant elle est dans l'usine. Elle ne sort pas. Eh bien elle sort pas, elle sort au compte-gouttes, quoi. Et on peut très bien demain décider qu'elle ne sorte plus du tout. On est suivi par les maires des communes concernées, à commencer par COSADE bien sûr, nous suivent, oui, nous accompagnent, nous aident même. Nous aident, là aujourd'hui, j'ai rendez-vous, donc j'ai organisé un rendez-vous avec un avocat, ça fait dans une salle que me prête gracieusement COSADE. Ils nous ont prêté des barnums quand il y avait des manifestations, ils sont là à toutes les manifestations pour nous accompagner. Bon voilà, les maires des communes, et celles de COSADE en particulier, nous aident et nous soutiennent. Voilà. Après ils ont des moyens très limités. Oui. On est sur une entreprise privée. La pression, je sais que Valérie Rabault a fait un courrier au directeur en demandant des explications. Il ne lui a même pas répondu, quoi. Ils ne daignent même pas répondre, quoi. Voilà. Ce que peuvent apporter les politiques dans ce genre de situation, je l'ai déjà vécu en 2016, hein, c'est zéro, quoi, parce qu'on est sur une entreprise privée. Donc à part essayer de mettre un petit peu de pression avec quelques courriers, quelques rencontres, mais bon, on sent très bien que ça ne fera pas du tout bouger les lignes, hein, pas du tout, quoi. Ils le perçoivent comme beaucoup de mépris, beaucoup de colère. Beaucoup d'injustice. Hein. Injustice, colère, beaucoup de colère. Alors aujourd'hui, on arrive encore à la maîtriser, entre guillemets. Hein. Moi, j'arrive à peu près à tenir les troupes. On fait quelques actions, mais bon, s'ils voient que j'arrive pas à obtenir les dernières négos, là, moi, je réponds de rien après. Hein. À un moment donné, quand tu es dans une situation comme ça, où tu es acculé, tu sens de l'injustice, tu n'es pas entendu, tu réagis. Alors, chacun réagit à sa façon, mais ça peut être de la violence. Ouais, c'est pas exclu. Il y a eu une phase de résignation, et aujourd'hui, c'est la colère qui prévaut. Voilà. Et puis nous, on est dans le combat, quoi.
Les notifications de licenciement sont prévues pour mi-février. Donc normalement ça se ferme en suivant, puisque les gens quitteront à ce moment-là leur poste de travail, basculeront en congé de reclassement, pour ceux qui le souhaitent, mais la plupart, enfin, moi je les encourage à y aller. Hein. Le groupe Euralis, donc c'est la semence, l'IDEA, mais c'est aussi les canards, rougier, ainsi de suite. C'est aussi des plats cuisinés, ils appellent ça la gastronomie. Euralis c'est une boîte de semences, donc c'était au même titre que Cossade Semences, on était concurrents, voilà. On était sur les mêmes marchés de toute façon. Donc, ça veut dire qu'ils récupèrent les marchés. Donc quelque part ils ont éliminé un concurrent. Le point de départ, c'est même pas une volonté d'Euralis, c'est une volonté de Sophie Protéol et Unigrain, qui sont des financeurs, eux, et qui avaient pour ambition de créer un deuxième semencier français aux côtés de Limagrain, parce que Limagrain c'est le gros semencier français, et donc leur ambition était de regrouper Cossade Semences, Euralis et Maïsadour pour créer un deuxième gros semencier français à côté de Limagrain. Et ils ont fait d'ailleurs avec Rustica, ce qu'ils font avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils achètent, ils démantèlent. Il y avait une grosse usine à Lavore qu'ils ont vidée et qui est devenue, 4 ans après, un stockage de chaussons matériaux, quoi. Alors que c'était un fleuron industriel, c'était une belle usine. Hein. On est en train de vivre exactement le même schéma. Il n'y a pas une activité qui fonctionne, quoi. À un moment donné, on se pose la question de la gestion de ce groupe, quoi. Pour nous, c'est une stratégie d'écrasement carrément, à tel point que là, le plan concerne que des sites Cossade, parce que c'est l'usine de Cossade, c'est la station de Carac, c'est à l'étranger la station de Gurdzik, qui était aussi à nous. Enfin, tout le périmètre Cossade est en train d'être balayé. Voilà. Le pool actionnaire Cossade Semences Group a été donc guidé par les financeurs, donc Unigrain, Sophie Protéol, pour amener cette fusion, avec cette vision de grossir et de concurrencer Limagrain. Alors que c'est clairement une fusion-absorption, puisque dans le nouveau groupe, l'IDEA, les actionnaires historiques de Cossade Semences ne pèsent plus que 20%. On était vraiment en phase de reprise, quoi. Clairement, au moment où la fusion avec Euralis s'est mise en place, Cossade Semences Group était en phase de reprise. On vend aujourd'hui en France le maïs qu'on vendait tout seul nous, Cossade Semences. Alors qu'on a fusionné deux boîtes qui faisaient à peu près dans les 500 000 doses sur le marché français. On aurait pu espérer arriver au-delà du million, quoi. Et bien non, on ne fait pas 500 000. Donc, l'Allemagne s'est effondrée, la Pologne s'est effondrée. Il y a d'autres stratégies qui ont été réalisées qui font qu'on se plante aussi sur tous les autres territoires, quoi. Voilà. Tous les semenciers avaient basé leur développement sur l'Ukraine et surtout sur la Russie. Voilà. La Russie, c'est vraiment le territoire que tout le monde voulait aborder, à tel point d'ailleurs que Euralis, au moment de la fusion, était aussi en train de construire une usine flambant neuve en Russie. Euralis était en train d'en construire une, qui est devenue une usine l'IDEA, et qui aujourd'hui est une usine Poutine. Donc le groupe du coup se retrouve très très endetté. Parce qu'en 3 ans, on a perdu 60% des surfaces de nos producteurs sur le secteur ici. Ah oui. 60%. Alors ils vont nous dire que c'est les producteurs qui ont choisi délibérément d'aller voir ailleurs. Oui, mais enfin on les a quand même très mal abordés au départ, on les a très mal considérés, on les a très mal traités, et à tel point qu'il y a d'autres boîtes de semences qui viennent dans le coin et qui ont pris le lead, quoi, qui ont pris les surfaces que d'autres libéraient, quoi. Donc il y a des messages comme ça qui nous ont alertés. Cette usine ne tournait plus. Donc je dirais que le problématique usine, on l'a vu arriver très rapidement, quoi. Voilà. Et elle s'est accentuée jusqu'à la décision d'il y a quelques mois, quoi. Et cette usine, en fait, n'a cessé de baisser d'activité, à tel point qu'il y avait des périodes, il passait des fois 2 mois sans aucune activité. Bon, on voit très vite qu'une usine qui ne tourne pas, avec les coûts que ça représente de fonctionnement, on voit très vite où ça peut finir, quoi. Voilà. Il y a le motif économique, on ne peut pas le contester. D'ailleurs, c'est pour ça que le plan sera accepté par la DREETS sans aucun doute, à mes yeux. Le motif économique, malheureusement, il y est. Voilà. L'IDEA est endetté très fortement, le groupe Euralis encore plus. Voilà. Et pour moi, c'était prémédité, c'est organisé.
moi je pense que le problème va continuer. Ils maintiennent 1000 hectares ici sur le site. Ils ont annoncé dans le plan qu'ils maintenaient 1000 hectares. Donc notre service production, on a quand même 18 personnes qui font partie de ce service. Pour moi, c'est les prochains sur la liste, hein, parce que les 1000 hectares, ils ne vont pas les laisser longtemps. On ne va pas produire 1000 hectares dans le Quercy pour aller les amener se faire sécher et travailler à l'Escar ou je ne sais où. Ils vont vite s'apercevoir que le transport, ça coûte cher, quoi, hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui sont partis de chez l'IDEA se rabattent sur d'autres semenciers. Mais aujourd'hui, c'est tous les semenciers qui baissent les productions en France. Donc je pense qu'il va y avoir un sacré souci chez les producteurs, hein. Ils n'ont peut-être pas encore compris, mais il va y avoir des années difficiles, hein. Parce que la valorisation d'un hectare quand on fait de la semence et quand on fait ce qu'on appelle du conso n'est pas du tout la même après. Donc oui, il va laisser des plumes les gars, clairement, hein. Que moi souvent je dis, mais les agriculteurs à un moment donné, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Parce qu'on est quand même une coopérative agricole, quoi. Quand les agriculteurs vont enfin mettre le nez dans ces affaires-là, quoi. Mais quand est-ce que les agriculteurs vont réagir? Parce que... Alors, la direction dans le plan a mis en place un plan de reprise. Ils ont eu très peu de retours. Il y a eu 2 visites sur l'usine, dont un en effet que j'ai trouvé moi directement. La chose est d'après moi mal partie. Donc la question que je me pose vraiment aujourd'hui, c'est est-ce que la direction veut céder ce site, voilà. Quand ils ont commencé au niveau de l'OCDE à militer pour qu'on puisse réimporter la semence de l'Ukraine, moi je sais que j'avais discuté comme ça avec des agriculteurs, j'ai dit mais faites gaffe, hein, parce que si un jour ils l'obtiennent, alors que c'est vos coopératives, c'est vous, c'est vos groupes coopératifs qui sont en train de militer pour vous planter demain. Alors que je dis souvent c'est à cause ou grâce de la guerre en Ukraine, aujourd'hui il est permis enfin, d'un point de vue coopératif du moins, de réimporter les productions qui viennent d'Ukraine. C'est-à-dire qu'on peut aller produire aujourd'hui de la semence en Ukraine et la réimporter sur l'Europe occidentale. Chose qui n'était pas possible il y a 2-3 ans, quoi. Donc on le voit, je le vois au niveau du groupe Euralis, mais ça va être pareil, tous les autres groupes vont faire pareil, accentuer leur production là-bas et les rentrer pour les vendre sur les marchés, y compris le marché français. Par contre, l'Ukraine, il faut le reconnaître, ils savent travailler, ils ont les meilleures terres du monde. Ouais. Donc là, ça devient vraiment des concurrents très très sérieux, avec bien sûr des coûts économiques bien moindres que les nôtres. Donc là, les vrais concurrents du Quercy, Cossadé, ils sont en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que nos producteurs, je ne sais pas s'ils le voient vraiment venir, mais l'avenir de la semence dans le coin, il est pour moi fortement compromis, quoi. Fortement.